Voilà, salutations à vous, très chers amis téléspectateurs de Nouveau Congo Télévision. Merci de nous suivre de partout où que vous vous trouvez. Vous nous suivez à Kinshasa, vous faites bien de nous suivre à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur du pays. Continuez à suivre Nouveau Congo Télévision. Comme vous l'avez déjà vu, c'est Entretien qui revient dans vos maisons. Entretien, c'est cette tribune d'expression que Nouveau Congo Télévision a organisée pour vous. Question de permettre à nos invités que nous prenons singulièrement de s'exprimer. Entretien, comme vous avez déjà pris l'habitude, vous savez qu'Entretien, c'est invité face à la rédaction de Nouveau Congo Télévision. Ben Limbo est là. Ben, salutations à toi et merci d'être là. Merci beaucoup, si c'est travail. Très bien. Alors, comme vous le savez, il n'y a pas que Ben qui, n'est-ce pas, intervient dans cette émission. Solange Toumba, salutations, merci d'être là. Bonjour Sissi et merci. Très bien. Vous savez qu'Entretien, on ne prend qu'un seul invité, à la différence de nos autres programmes. Alors, aujourd'hui, c'est spécial Entretien 30 juin. 61 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous allons nous questionner dessus, demander ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Si ça n'a pas marché, pourquoi? Et si ça a marché, est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce qu'il faille faire pour que ça marche mieux? Ceci, nous allons discuter de tout ceci avec Corneille Moulumba. Corneille Moulumba que vous connaissez, qui n'est plus à présenter, hein, un grand ami des médias. On appelle les pionniers. Bonjour et bienvenue. Bonjour Cissé et merci de m'accueillir. Très bien. Alors, vous vous portez bien? Oui, nous résistons. J'ai envie de vous dire, je vous souhaite bonne fête d'indépendance. Non mais il faut le souhaiter, c'était un grand moment pour l'histoire de notre pays, l'indépendance, ce n'est pas n'importe quelle date. Aujourd'hui, ça devait être une journée tout à fait particulière. C'est la journée que tout Congolais, qui soit dans le pays ou à l'étranger, se reconnaît et se ressent comme tel. Donc, c'est bonne fête, moi, que je vous retourne, je vous réciproque Merci aussi. bien. Merci. Très bien. Alors, on va tout de suite ouvrir le bal dans le cadre de notre sujet principal. C'est 61 ans d'indépendance de la République du Congo. Alors, dites-nous, lorsqu'on dit 61 ans depuis qu'on a accédé à la souveraineté nationale et internationale, peut-on dire qu'il y a eu progrès, du surplace ou de la régression? Mais écoutez, il y a d'abord une réalité qu'il faut comprendre. 61 ans dans la vie d'un pays, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc, on ne doit pas trop se flageller. Beaucoup de choses ne fonctionnent pas, mais ça ne fait que 61 ans de la vie de notre pays. Et beaucoup de ceux qui ont vécu l'indépendance sont encore là, vivants. Beaucoup sont même en activité. Donc, c'est vraiment, il ne faut pas trop se flageller. Maintenant, vous savez, je me souviens encore, quand vous êtes dans certains villages, les habitants de villages plus loin sont presque considérés comme des étrangers. Parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de communication, vous comprenez? Mais la RDC, c'est quoi? Vous prenez l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Belgique, la France, l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg, vous mettez tout ça ensemble, c'est plus petit que la RDC. C'est plus petit que la RDC. C'est pour insinuer quoi? Je veux dire que c'est un grand pays, un très grand pays, un sous-continent. Okay? Ça, c'est pour justifier le sous-développement. C'est pour que nous ne s'autoflagelle pas et que nous puissions nous assumer. Hein? Vous avez ça comme étendu. On a été colonisé par la Belgique. Il y a autant d'habitants, il y a moins d'habitants en Belgique qu'à Kinshasa. C'est pour que nous ayons les rapports pour comprendre ce qu'on doit. Mais justement, il y a des pays plus grands que la RDC. C'est clair. Qui, malgré ça, se sont quand même développés. C'est clair. Encore une fois, je reviens, ça fait 61 ans. Vous avez commencé par dire 61 ans. Et je relève seulement qu'on comprenne c'est quoi le Congo. Hein? Ça, c'est sur le plan purement de géographie physique, l'espace, la population. Vous quittez le boulevard de 30 juin, vous arrivez sur le plateau de Batéké, vous avez traversé la Belgique en largeur. Mais oui, vous l'avez traversé, c'est 160 km à peu près.
n'est-ce pas? Mhm. Et Maluku, c'est déjà 80 km. Hein? Maluku, c'est déjà 80 km. Et vous partez d'ici à Matadi, c'est 350. C'est la Belgique en longueur. Mais malgré tout ça, ce n'est pas une excuse quand même. Je n'excuse rien. Je veux simplement que nous puissions avoir les dimensions. Et Évidemment, ça, comprendre on a compris. les difficultés que nous pourrions avoir. Donc, en 61 ans, vous êtes à Fizi, vous êtes à Chikapa, vous êtes à Kolwezi, vous êtes congolais, vous vous sentez congolais. Donc, ça veut dire que 61 ans après, malgré certains efforts pour nous balkaniser, nous sommes congolais. Et vous allez à l'étranger, ils se reconnaissent comme congolais. Les enfants congolais nés en Belgique, vous allez les voir, vous trouvez en train de manger du foufou. Donc, ça veut dire que quelque part, nous ne sommes pas nulle part. La première chose, c'est l'identité. Nous avons l'identité congolaise, c'est acquis. Nous avons le territoire congolais, c'est garanti. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses à faire parce que, avec tout ce que nous avons, on ne va pas nous laisser faire. Donc, la tâche est plus difficile. Non, mais clairement, Oui. je voudrais qu'en des termes simples, que vous puissiez dire si, de votre point de vue, on a progressé depuis les 1960 ou on a régressé. Du point de vue du développement, PIB, patati patata, tout ce qui constitue le développement d'une nation. On nous dit, voilà, avant l'indépendance, il y avait, les gens gagnaient autant, vivaient bien et tout, et tout, et tout, et tout. Mais avant l'indépendance, les Belges qui étaient ici, ils décidaient. Évidemment. Ils décidaient. Après l'indépendance, notre pouvoir de décision a été très limité dans la mesure où, en réalité, jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas indépendants. Nous sommes indépendants sur le plan formel, sur le papier, oui, mais en réalité, observe comment est-ce que les puissances étrangères s'ingénient à nous imposer des dirigeants ici. Vous vous souviendrez plus récemment de ce qui s'est passé à Genève, ce qui s'est passé ailleurs et tout le reste. Donc ça veut dire que ce que nous avons à faire pour être mieux que ça, c'est d'abord de nous rendre réellement indépendants. Pour que nous puissions être en mesure de décider nous-mêmes de ce que nous voulons faire pour nous. Et je suis certain qu'avec ce que nous avons aujourd'hui comme cadre, parce que c'est un acquis aussi ça, même s'ils ne sont pas opérationnels, pour des raisons politiques notamment, je pense que nous avons des atouts pour aller plus loin, mais il y a une bataille fondamentale qui est celle de l'autodétermination que nous devons mener. Très bien. Alors, 61 ans après, quelle mémoire, vous personnellement, vous gardez des pionniers de cette indépendance, pas pionniers de l'UDPS, les pionniers de cette indépendance de la République du Congo? Est-ce que vous pensez que on les célèbre suffisamment? Est-ce on les valorise? Est-ce qu'on leur rend hommage de manière conséquente? Bon, en réalité, j'étais tout petit en 60, hein. Donc, ça veut dire que j'ai vécu à ma manière l'indépendance. Je me souviens encore avec les petits drapeaux. Oui, mais nous avons vécu ça. La question, c'est j'ai compris. On leur rend hommage parce qu'ayant milité pour l'obtention de cette... Non, pas seulement on ne leur rend pas suffisamment hommage. On ne leur rend pas suffisamment hommage. Nous avons une personne comme Lumumba, Patrice. Pour moi, on ne le vénère pas suffisamment. On ne le met pas à sa place. Pour moi, pourquoi? Parce que nous devions nous interroger et enseigner pourquoi est-ce que on a tué Lumumba. Pourquoi est-ce qu'on l'a tué? Si nous nous interrogeons là-dessus suffisamment, et si nous comprenons pourquoi on l'a tué, et qui l'a tué, réellement, ça va nous aider. Si les discours de Lumumba, que presque tout acteur politique congolais devrait connaître pratiquement par cœur, ces enseignements qui sont fondamentaux pour que nous puissions bâtir sur une belle base, on ne le fait pas suffisamment. Alors, ceux qui ont joué un rôle important dans cette période d'indépendance, beaucoup n'avaient pas un niveau universitaire et tout ça, mais c'était des patriotes. Oh, la qualité des patriotes, elle est fondamentale dans ce que nous avons à faire. Pourquoi? Parce que la connaissance scientifique, on peut l'acquérir. On peut acheter des spécialistes, comme tous les pays le font. Les États-Unis, vous allez voir, si vous allez là-bas, vous allez trouver beaucoup de Pakistanais, beaucoup des Africains. Ils cherchent partout au monde des gens qui connaissent, qui sont maîtres les meilleurs dans leur domaine.
Mais ils sont américains. C'est pour l'Amérique. On devrait faire la même chose. C'est-à-dire qu'être des patriotes, des vrais Congolais. À ce moment-là, l'intelligence, les services, on peut acheter. Nous aussi, nous pouvons acheter pour faire. Mais pour ça, il faut savoir que, il faut d'abord pouvoir décider nous-mêmes pour nous et puis savoir ce que nous voulons faire. Et ça, c'est possible. Donc, moi, je dis que ça commence par enseigner ces gens qui n'avaient pas beaucoup de connaissances universitaires, mais qui étaient des patriotes, qui ont su se mettre ensemble pour l'intérêt supérieur du Congo et qui ont défendu le Congo. Ils n'étaient pas forts, ils n'avaient pas d'armée, ils n'avaient rien, donc on pouvait les manipuler comme pas l'étranger. Mais la détermination, la volonté était là. Le Mumba ne s'est pas renié jusqu'à la mort. Il ne s'est pas renié. Et quand vous réalisez, alors qu'il est déjà il va mourir, la dernière lettre qu'il écrit, vous lisez ça, vous sentez que cet homme-là, il a une détermination telle que... Et il n'a pas fait, n'a pas fait Harvard ou bien une kin, hein? Merci. Alors, Solange Toumba. Oui, Monsieur Corneille Moulumba, moi je vais m'atteler beaucoup sur les systèmes éducatifs en République démocratique du Congo. 61 ans après, pensez-vous que ces systèmes a quand même évolué? Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de ces systèmes éducatifs? Je ne sais pas faire. Après. Je ne peux pas faire un état des lieux comme tel, mais je suis politique, je peux donner mon appréciation politique de la situation. Je trouve que nous avons pris une mauvaise voie. Pourquoi? Parce que l'enseignement sert à quelque chose. C'est l'enseignement qui vous permet de bâtir votre pays. Prenons un exemple, aujourd'hui. Vous avez l'Église catholique, par exemple, qui contrôle un grand secteur de l'enseignement. L'Église catholique est dirigée par la Cinco, les évêques. Les évêques sont des ministres du Vatican, nommés par le Vatican, et qui rendent compte au Vatican. Les évêques ne prêtent pas serment sur la constitution du Congo. Ils n'ont pas de compte à rendre aux Congolais. Ils rendent compte au pape. Et voilà que le Vatican, c'est un État qui traite avec les autres États, particulièrement du secteur occidental. D'ailleurs, le pape, on l'appelle ailleurs le patriarche de l'Occident. Qui dit Occident, dit États-Unis, dit la France, dit la Belgique, dit l'Allemagne, tout ce monde-là. En d'autres termes, vous avez le plus grand secteur de l'enseignement chez nous qui est entre leurs mains. Alors, qui est dans la direction de ce qu'eux veulent. Et s'ils n'ont pas, c'est logique, c'est humain même, ils n'ont pas intérêt à vous voir vous développer. C'est comme ça que les premiers qui avaient une formation, on vous orientait vers les ordres, pas vers le secteur des ingénieurs ou autre chose. Donc, nous devons nous approprier notre secteur de l'enseignement. L'école doit être publique. À ce moment-là, nous savons que nous avons besoin de cadres, n'est-ce pas, que nous devons former. Vous étudiez, pas pour avoir le diplôme, vous étudiez, ce n'est pas pour réciter des choses, mais vous faites des travaux qui permettent que quand vous terminez, vous avez un métier. L'enseignement doit nous aider à créer des emplois. Il est impensable que dans un pays comme la RDC, vous ayez pratiquement plus de 80% des chômeurs, alors que tout est à faire, tout est à construire. Essayez de chercher des gens pour mettre des carreaux dans les maisons, ou pour mettre des fenêtres, ou du bois et tout le reste, vous n'avez pas grand-chose. J'étais dans un territoire dans l'arrière-pays, j'arrive, je suis reçu par l'administrateur du territoire, il a sa petite table et un banc. Alors on s'installe, il me dit, mon frère, vous voyez où est-ce que vous êtes assis? Quand vous partez, envoyez-nous un peu quelques chaises en plastique. Je lui dis, monsieur l'administrateur, mais en venant ici, il y a des forêts? Oui, oui, il y a beaucoup de forêts. Ok. Il n'y a pas de menuisier pour fabriquer des chaises et des tables. Il faut qu'on aille chercher là-bas des chaises, pendant qu'ici, il y a du bois, il y a des gens, des personnes, on ne peut pas le faire. Donc je veux dire que ça fait partie, l'enseignement doit nous aider justement à nous prendre en charge, n'est-ce pas? Donc
orienter l'enseignement. Et ça, c'est la politique de la nation. Ce n'est pas la politique de l'Église catholique ou protestante ou musulmane ou autre. L'enseignement doit être, nous devons nous approprier l'enseignement. L'enseignement doit être, c'est l'école publique qui doit être là. Les autres peuvent ouvrir leurs écoles, il n'y a pas de problème, mais l'école doit être publique. Vos histoires d'écoles conventionnées, nous devons mettre fin à cela. Ok, je suis tombée plutôt sur un document qui dit qu'à l'époque, en 1960, les intellectuels congolais étaient les plus considérés en Afrique. Est-ce que c'est le cas actuellement? Mais il y a deux types. Vous avez ceux qui sont formés à l'étranger et qui brillent à l'étranger et qui travaillent à l'étranger, qui enseignent dans les grandes universités du monde. Et nous sommes ici au Congo. Essayez de circuler pour voir un peu où est-ce qu'il y a des laboratoires. Parce que vous n'enseignez pas pour répéter comme des perroquets. Vous devez apprendre avec des matériaux. Si vous continuez à étudier la chimie avec le tableau de Mendeleïev, hein, si on n'a pas de courant électrique, aujourd'hui c'est l'Internet, c'est l'ordinateur. On ne sait pas utiliser l'ordinateur parce qu'on n'a pas de courant. Donc, avec toute la bonne volonté, on ne sait pas aller loin. Combien de bibliothèques, il peut ne pas y avoir de bibliothèque, mais au moins il y aurait avec Google ou autre, on peut avoir des informations. Circuler combien, à quoi passons-nous notre temps? À quoi nos chaînes de télévision? Qu'est-ce qu'ils ont comme programme? Observez, vous allez voir, le 3/4, c'est beaucoup de musique, beaucoup de chansons, beaucoup d'églises, beaucoup de football, beaucoup de tout ça. Mais la formation, l'information comme telle, l'information, c'est pas l'actualité, c'est l'information comme telle, on n'en a pas beaucoup. Donc, je veux dire que, oui, il y a un problème. Alors, du coup, quand vous discutez, ça se reflète. Allez au Parlement, discutez avec les députés. Et vous verrez à quel point beaucoup n'ont pas le niveau politique de maturité nécessaire à la gouvernance. Très bien. Alors, avant de passer la parole à Ben Liba, la question qui me vient, c'est celle de savoir, il y en a qui pensent qu'il y a eu de l'impréparation. On y est allé précipitamment pour réclamer l'indépendance, mais seulement il n'y avait pas de la relève assurée par ceux qui ont pris la place des Belges. Est-ce que vous êtes de cet avis? Non, je ne partage pas ce discours-là. Je veux dire, quel serait notre pays si le Lumumba, pour citer celui-là, n'avait pas été tué? Où est-ce que nous en serions aujourd'hui si MZ Laurent Désiré Kabila n'avait pas été tué? C'est un peu le genre de personnes. Hein? Donc, ce n'est pas un problème de préparation. Ok, les Belges ont vite donné l'indépendance en se disant que comme ça, ils vont revenir. Mais si nous nous approprions notre pays, les techniciens, on les fait venir, on les achète. Mais si nous sommes maîtres à bord, le problème c'est d'être maître à bord. Donc, le moment était, il n'y a pas de moment meilleur ou un autre. Non, le moment, il fallait que ça se passe à ce moment-là, ça s'est fait à ce moment-là. Il fallait simplement que nous nous assumions. Et que, effectivement, ce qui était plus important, ce n'est pas laisser les autres intervenir pour ce que nous devons faire pour nous. Et que nous devions le faire nous-mêmes. Merci. Ben Limba. Donc, en vous entendant parler, vous semblez dire que nous ne sommes pas le vrai maître à bord. Mais nous ne sommes pas indépendants. Économiquement ou... Dans quel compartiment vous y êtes? Mais commençons par politiquement, parce que la politique conditionne le reste. Lorsqu'on élimine Lumumba, n'est-ce pas? Les Occidentaux reviennent ici. Ils imposent un gouvernement. Vous vous souvenez, le commissaire général, tout le reste. 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, on fait le coup d'État. Mobutu prend le pouvoir pendant... Et le premier coup d'État de Mobutu, comme le deuxième, qui est derrière? Ce sont les Américains. C'est la CIA. Mobutu, on est ça là-bas. Et on le soutient jusqu'à la fin. Jusqu'au moment où il est tombé malade et qu'il ne pouvait pas survivre. Et même là, alors, qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Ils ont financé le Rwanda et l'Ouganda pour nous faire la guerre, pour récupérer les commandes du pays. Lorsque celui sur qui ils avaient misé comme un cheval pour entrer ici a révélé son vrai visage de patriote, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a éliminé. Ils ont organisé Sun City pour contrôler la situation. Donc, et en 2006, ils ont tout fait pour que l'homme le plus populaire de l'époque et le parti le plus populaire de l'époque n'accèdent pas au pouvoir. Mais peu après, celui qui pensait être le plus, qui ne connaissait rien, il a su relever la tête. Il signe les contrats chinois. Et quand il signe les contrats chinois,
vous avez vu le patron du Fonds monétaire débarquer ici pour dire non, arrêtez ça. Et après ça, vous avez vu comment dirais-je, quand il s'agit de promulguer le code minier, vous avez vu les géants des miniers venir ici pour dire non, 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 ne promulguez pas. N'est-ce pas? Je veux dire que c'est tout ça. Alors, le problème est que beaucoup de Congolais n'ont pas compris ça. La preuve en est que, par exemple, à Genève, beaucoup de Congolais sont allés à Genève où on devait décider qui devait être le candidat commun de l'opposition. Et qui avait organisé Genève, c'était la CIA. Et qui présidait la réunion, c'était l'ancien patron de la MONUSCO ici, M. Alain Dos. Donc, je veux dire que si vous ne prenez pas vos décisions vous-même, et je profite pour dire qu'aujourd'hui, nous avons une aussi de difficulté. Pourquoi? Parce que le président de la République est issu des rangs de l'UDPS. OK? Je constate que le grand parti politique qu'il a, n'est-ce pas, qui est son parti, est par terre. Ce qui est un non-sens. C'est un parti qui devait être en mouvement, très, très, très mobilisé. Ça veut dire qu'on voit quelqu'un comme l'ambassadeur des États-Unis, M. Mike Hammer, qui est parti dans tout ce que nous faisons. Il va ici, il est là-bas. Il était encore récemment à Goma, pendant que le président était là avec le président rwandais. N'est-ce pas? Donc, je veux dire que la marge de manœuvre, les Congolais doivent se battre pour leur indépendance, pour leur autodétermination. Et il est clair que les autres ne vont pas facilement le faire parce que pour eux, c'est une perte. Je vais relancer, on va y revenir, je crois. Mais faisons un air par rapport à ce que vous avez dit au début de cet entretien. Vous avez semblé dire que 61 ans, on ne peut pas s'en faire parce que c'est peu. Mais que diriez-vous de l'Afrique du Sud? C'est à peine 27 ans. Ils ont obtenu leur indépendance en 1994. Mais aujourd'hui, c'est 400 milliards de dollars, M. Corneille Moulumba. Vous ne voyez pas que nous en sommes à côté de la plaque? Ils ont obtenu l'indépendance en 1994. 94, ça fait 27 ans. L'indépendance? Oui, je parle d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud? Oui. Non? L'Afrique du Sud. Vous voulez parler de Mandela? Je ne parle pas de Mandela, je parle au sortir de Mandela. C'est à ce moment-là qu'il y a eu, ce qu'on dit, à la fin de l'apartheid. Et puis, le pays a été remis entre les mains de Noirs. Non, on ne comparera pas ce qui peut être comparé. L'Afrique du Sud était un pays industrialisé bien avant. OK? Il n'y a pas eu en Afrique du Sud ce que nous avons eu chez nous. Chez nous, avant la veille de l'indépendance, les Belges ont repris toutes les entreprises, les grandes entreprises qu'il y avait ici. Ils en ont fait des entreprises belges. Quand vous tuez vous assassinez un premier ministre et deux autres parmi les principaux acteurs de la nation, vous désorganisez un pays. Vous vous retrouvez du jour au lendemain sans les grandes entreprises qui étaient les grands pourvoyeurs de fonds. Vous vous retrouvez dans un désordre à la tête du pays, mais nous payons jusqu'à aujourd'hui ce qui s'est passé. Nous payons jusqu'à aujourd'hui l'assassinat de Lumumba. Nous payons jusqu'à aujourd'hui le fameux contentieux belgo-congolais que nous devons régler coûte que coûte. Donc, je veux dire que on ne peut pas comparer. En Afrique du Sud, on a libéré Mandela. Mandela est devenu président. L'industrie sud-africaine n'a pas stoppé. Les Sud-Africains, les Blancs ne sont pas partis. Ils sont là, ils vivent là. C'est vrai que le pouvoir est partagé aujourd'hui avec les Blancs et les Noirs. Tandis que chez nous, c'était une cassure totale. Et donc, nous le payons jusqu'à aujourd'hui. Donc, on devait préparer l'alternance. Mais non, ce n'est pas que je ne peux pas l'alternance. Mais leur intention n'était pas celle-là. Quand Lumumba arrive, Lumumba ne dit pas que voilà, les Belges devaient partir. Il a dit, nous allons travailler ensemble. Mais eux, leur problème, c'était de garder le Congo à leurs pieds. C'est différent. Donc, nous continuons à être leur colonisés, d'une manière ou d'une autre, ou bien nous nous libérions. Simplement que malheureusement, il n'y a pas eu suffisamment de combats pour l'autodétermination entre-temps et que beaucoup de partis politiques jusqu'à ce jour ne font pas ce travail d'éducation politique. Très bien. Alors, Monsieur Corneille Moulumba, voilà la question qui, n'est-ce pas, me vient à l'esprit. Lorsque, vers les années 58, 60, 61, il y a plusieurs pays africains qui ont accédé à l'indépendance, vers ce moment-là. Il n'y a pas que la RDC. C'est-à-dire, lorsque vous faites le parallélisme, vous comparez toutes ces nations qui ont accédé à l'indépendance au même moment, ou si pas 1960, mais une année avant ou une année après. Du point de vue du développement économique, industriel, politique, ainsi de suite, est-ce que vous pensez qu'ils sont en avance
par rapport à la RDC? Moi, je ne suis pas convaincu. Quand vous allez regarder, bien sûr, vous allez voir dans les villes, vous allez voir par-ci par-là des buildings. Si c'est ça qu'on appelle développement, oui. Mais si vous faites quelques kilomètres en dehors de la ville, vous vivez dans des huttes, les gens sont là, ils n'ont pas de courant, ils n'ont rien non plus. Faites le tour de tous ces pays africains, vous allez trouver ça. Maintenant, la RDC, c'est la RDC. Nous avons parlé de l'étendue, nous avons parlé de la population. Nous n'avons pas parlé de potentiel en termes de ressources. Si tous ces pays-là, par exemple, si vous prenez tous ceux de l'Ouest africain, ils ont leur franc CFA, mais nous avons le franc congolais. Que si nous, encore une fois, si nous parvenions à nous prendre en charge, notamment en interdisant le dollar de circuler sur notre sol, et donc en nous donnant des moyens de notre politique, en sachant que les autres ne peuvent pas facilement nous laisser interdire la circulation du dollar, parce que ce n'est pas le dollar qui peut jongler aussi avec nous, pour nous expliquer là-dessus. C'est-à-dire que nous avons un potentiel beaucoup plus important pour être les leaders. Nous avons la possibilité d'être les leaders économiques, politiques et même militaires de l'Afrique. Très bien. Alors, puisque vous dites que nous avons des potentialités, de 60 à 2021, ce qui est de la vie de beaucoup de Congolais, il y a soit du surplace. Il n'y a pas un grand progrès. En tout cas, une grande partie des Congolais conviennent qu'il n'y a pas eu un grand progrès. Alors, vous pensez que la responsabilité revient à la classe politique, à la population congolaise, qui ne sait pas assez booster ceux qui ont la gestion de la chose publique? Non, moi je mets, bien sûr, en partie la faute à la classe politique, parce que la classe politique est censée être la lumière, est censée conduire. On parle de leader. To lead en anglais veut dire conduire. Donc le leader, c'est celui qui conduit. La question maintenant, que si le leader est borgne ou aveugle, il vous conduit dans un fossé. OK? Donc, malheureusement, le leadership congolais a été beaucoup contrôlé par l'extérieur. Observez combien sont allés à l'extérieur demander de l'argent pour venir faire leur campagne électorale. Et à ce moment-là, si vous ne repensez pas vous-même, Congolais, votre système électoral de telle façon qu'il vous permette d'avoir les meilleurs et avec les moyens de bord, ceux qui vous avancent, qui donnent de l'argent, ils donnent cet argent à des conditions pas gratuites. Si vous demandez l'argent chez eux, alors ils interviennent dans vos élections. Ils s'assurent que leurs amis vont être dans les institutions pour qu'ils puissent se retrouver. D'où les gens n'ont pas beaucoup compris l'importance de cette disposition qui a fait que le pouvoir en place avait refusé qu'il y ait le financement des élections par l'extérieur, qu'il y ait l'organisation des élections par la MONUSCO, qu'il y ait les observateurs qui viennent de l'Europe. Parce que ce n'est pas ces canaux qui parviennent à nous imposer leurs hommes. Et quand leurs hommes sont... Vous-même, Congolais, vous les avez contestés, ces élections-là. Ces élections-là, il y en a qui les ont contestées. Oui. Quand bien même qu'il n'y a pas eu de l'argent extérieur. Oui, mais je veux dire ceci. Nous n'aurons pas de bonnes élections en RDC tant que nous n'aurons pas revu notre système électoral. Nous avons un budget de 5 milliards de dollars et on veut organiser des élections qui vous coûtent 1,5 milliard de dollars, 1,5 milliard. Ça n'a pas de sens. Nous devons réfléchir sur des élections qui peuvent nous coûter peut-être 250 millions de dollars. Nous pouvons trouver comment faire en sorte que nous puissions avoir des élections où nous pouvons monter par des échelons pour avoir de meilleures sélections et avoir comme députés effectivement des gens qui sont formés, des gens qui sont parmi les meilleurs, qui vont faire un travail de production de lois, qui vont faire un travail d'orienter la nation. Comment faire ça? Et alors on peut arriver à quelque chose. Avec des élections, je dis, nous sommes dans un pays où il n'y a pas, qui est aussi grand que l'Europe occidentale, mais nous n'avons pas de routes, pas de ponts, pas d'électricité, pas quoi que ce soit. Vous voulez quelles élections? Rien. Donc nous devons revoir tout ça. Alors, très bien. Solange Toumba. Voilà. Corneille Moulumba, pionnier de l'UDPS, pensez-vous que les bilans, je suis toujours dans l'enseignement, pensez-vous que les bilans est positif ou négatif 61 ans après? Nous devons réorienter les choses. Mais c'est pas... Maintenant, c'est difficile moi, de faire le bilan. Je dois constater, et je dis, voilà, le bilan, ça doit être par rapport aux objectifs de l'utilisation de l'enseignement. Est-ce que la manière dont nous utilisons notre enseignement, est-ce que c'est une manière qui sert le pays? Si c'est un enseignement qui produit des millions de chômeurs comme aujourd'hui,
nous sommes nulle part. Vous comprenez? Donc, l'enseignement doit servir à quelque chose. On doit orienter. Cette année, on a besoin de mémoires de fin d'études dans tel secteur, de mémoires de thèse de doctorat dans tel secteur. Et ceux qui vont dans ce secteur-là, on leur donne des bourses pour qu'ils puissent produire, pour voir comment. Et puis, les étudiants terminent avec des projets que l'on peut financer pour créer de l'emploi. Si vous avez étudié, vous devez être en mesure de créer des emplois pour les autres, ainsi de suite. Donc, mon problème à moi, le bilan, je le fais, c'est pas par rapport à l'utilité de l'enseignement. Bien sûr qu'on n'a pas des écoles, qu'on n'a pas des équipements, on n'a pas de laboratoire, on n'a pas beaucoup d'autres choses. C'est exact sur le plan pratique. Mais je veux dire aussi que pour moi, l'enseignement, c'est en termes d'utilité par rapport à la nation. Qu'est-ce que nous faisons? Et là, je constate que nous avons beaucoup de chômeurs, trop de chômeurs, dans un pays où tout est à faire. Nous avons, en RDC, tout est à faire, mais nous n'avons presque que des chômeurs. Donc ça veut dire que l'enseignement n'a pas correspondu. À vous entendre, les bilans est négatif. N'a pas correspondu aux attentes du pays. Très bien. Merci. Alors, Ben Limba. Monsieur Corneille Mouloumba, 61 ans. Parce qu'on en parle. Vous ne voyez pas, est-ce que on est toujours censé aller chercher de l'aide auprès des Occidentaux pour pouvoir nous aider comment je pourrais dire, à arranger nos routes, à financer nos projets? Est-ce une espèce de nonchalance de la part de nos autorités? Mais vous êtes gentil, parce que on est allé chercher les Occidentaux pour ramasser les poubelles à Kinshasa. N'est-ce pas? On a vu l'Union européenne s'occuper. On va chercher les étrangers pour venir peindre l'hôtel l'hôpital Mamayem, ainsi de suite, pour équiper comment dirais-je, le tribunal de grande instance d'Ndjili. Ce sont des aberrations, ce sont des non-sens. Ce sont des non-sens. L'Occident n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Nous marchons sur de l'or. Nous marchons sur le cuivre, nous marchons sur le cobalt, sur le diamant, nous marchons dessus. Et ces minéraux ont de la valeur. Il nous appartient d'utiliser cette valeur-là pour faire ce que nous devons financer, Parce que ce que nous marchons là, ça peut nous servir à emprunter de l'argent. Tout à l'heure, je parlais, je disais, dans le mémo que nous avions fait au président de la République, nous avons dit, au lieu d'aller commander 50 millions par ici, 250 millions par là. Faisons de la gécamine. Faisons de la gécamine une superstructure de l'ensemble du secteur minier congolais. Dans la gécamine, on aurait une filière diamant, une filière cuivre, une filière cobalt, étain, tout ce que vous voulez. Avec ça, nous aurons une structure qui pèse des dizaines de milliards de dollars, dizaines de milliers de dollars, qui va peser des dizaines de milliers de dollars. On évaluait en 2010, avec ce qu'on avait découvert à ce moment-là, on évaluait que le potentiel du secteur minier congolais était de 24 milliards de dollars. Par contre, 24 000 milliards. 24 000 milliards. Pendant que les pays du Golfe, leur pétrole, c'était 18 000 milliards. Mais jusqu'à présent, on ne s'est pas encore rendu compte que ce n'est pas seulement le Katanga qui est minier, c'est tout le Congo qui est minier. Dans toutes les provinces, vous avez des minéraux. Le pétrole, tout ce que vous voulez, les minéraux les plus recherchés. Vous savez que dans les 10 années qui viennent, toutes les voitures seront électriques. Et que dans une voiture électrique, l'élément principal, c'est la batterie. Et la batterie est comme composant essentiel, le cobalt. Et nous détenons près de 70% des réserves mondiales de cobalt. Tous les téléphones portables que nous avons ici fonctionnent avec le coltan et nous avons 60% des réserves mondiales de coltan. Ça veut dire qu'en réalité, si nous parvenons, et j'insiste là-dessus, à nous prendre notre indépendance, n'est-ce pas? Nous pouvons transformer la gécamine, n'est-ce pas, de cette manière-là. Et si nous avons si nous avons une structure, la gécamine, qui pèse 30 000, 40 000, 50 000 milliards de dollars, ça coûterait quoi d'emprunter 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards de dollars même, pour, d'un côté, créer une structure, un fonds de garantie qui permet aux jeunes Congolais qui veulent créer des entreprises,
qui ont de la formation, de présenter des projets et de se porter quand on prend des banques pour qu'ils obtiennent des fonds pour travailler, pour créer des entreprises. Ça empêcherait quoi? Pour avoir dans tous les secteurs, dans toutes les provinces ici, de financer des agriculteurs qui peuvent produire, leur apporter les équipements nécessaires. Donc, je veux dire que tout est lié à notre indépendance. Et on s'attendait naturellement, en ayant un président de la République issu de l'UDPS, avec 40 années de combat politique, que ce parti politique, parce que c'est ça. Pourquoi est-ce que les gens ont fait confiance à l'UDPS? Pourquoi est-ce que les gens, vous venez, on vous dit, sur la liste UDPS, on vous vote sans que vous ayez sorti de l'argent? C'est parce qu'on a mis des espoirs en vous. Donc c'est là que nous devons faire la démonstration sur base des idées, sur base de concrètes, pour changer les conditions de vie des Congolais. Et là, c'est ça que je veux dire qu'en réalité, on n'a pas à les demander. Nous pouvons emprunter de l'argent. On a parlé des bateaux de pêche, mais nous empruntons, nous passons des commandes auprès des fabricants. Nous avons des bateaux et chaque année nous remboursons ça avec ce que nous avons produit. Alors pourquoi est-ce qu'on continue? J'ai vu le ministre de l'économie partir à Namibie pour aller négocier le prix de Saint-Charles et Thompson. J'ai dit, mais c'est une malédiction, c'est pas possible, n'est-ce pas? Vous ne négociez pas pour qu'on ait des bateaux pour pêcher, mais vous allez négocier pour qu'on achète des produits, financer le travail des autres. Ça veut dire quoi? Monsieur Corneille Mulumba, que doit-on faire exactement pour que le clap de ces contrastes puisse cesser? Que nous ayons à la fois un pays potentiellement riche, mais avec une population ultra pauvre. Mais la responsabilité première revient aux politiques. Tant que les politiques n'auront pas compris que c'est ici, chez nous, que nous devons créer les conditions. Allez, vous allez dire que je parle beaucoup du président de la République, mais il a fait combien de voyages en Europe et aux choses, et combien de voyages à l'intérieur du pays? Mais c'est à l'intérieur du pays que nous devons développer les conditions. Vous croyez que au lac Mukamba, on mange on mange des bites de matembele, n'est-ce pas? C'est quoi de faire des étangs nous avons pas étangs de rivières, faire des étangs de pêche. Même avec des pelles, on peut faire des étangs. Donc, je veux dire que nous devons créer dans l'homme congolais cet esprit de nous prendre en charge. Nous mangeons ce que nous produisons, nous nous habillons avec ce que nous produisons. Imaginez un peu que toutes les femmes congolaises portent désormais des pagnes. Et que même les hommes portent des tenues faites avec du coton local, n'est-ce pas? Même forme de pagnes, on a vu ça, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous relançons le texte africain, nous relançons Tisakine, nous relançons Sodeski et compagnie. Nous créons de l'emploi, nous prendre en charge. Et pour ça, les autres ne peuvent pas vous laisser faire parce qu'ils tirent profit. Donc, il nous appartient d'abord ça. Quels sont les responsables politiques? Combien de fois vous avez entendu des partis? Nous avons plein de partis politiques ici qui se manifestent quand il s'agit des élections. Combien vous entendez organiser des séminaires de formation? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de séminaire de formation, d'éducation politique. Les matinées politiques, c'est pour s'en prendre aux uns et aux autres. Mais à aucun moment, vous voyez qu'il y a des écoles de partis où on forme des cadres qui comprennent les enjeux. Nous avons des gouverneurs. Combien de fois les gouverneurs sont dans des séminaires pour être formés, un renforcement de capacités pour voir comment gérer une province? Une province dans notre pays, c'est tout un État, c'est tout un pays. Alors, il y a beaucoup trop de carences. Et il appartenait aux partis politiques, les grands partis politiques notamment, de s'assumer et d'aider ce pays à s'en sortir. Peut-être une dernière question à ce sujet. Vous avez dit tantôt qu'on a une croissance démographique importante. Cela ne pouvait pas être un élément déclencheur de développement de ce pays? Parce que je pourrais citer Xi Jinping qui a dit dans un discours, la force de la Chine, c'est sa population. Mais c'est clair que la population est un élément important. La population, ce sont des bras. La population, ce sont des têtes. La population, c'est la consommation. Donc, ce que nous produisons, c'est pour ça que moi, je ne sais pas emballé par cette affaire de l'ECAF et tout ça. Nous avons un grand marché intérieur. Produisons pour consommer en interne au lieu d'importer à l'extérieur. Si nous n'utilisons pas ça pour consommer, alors nous consommons les produits des autres, n'est-ce pas? Donc, nous avons un marché intérieur très important.
nous sommes, malheureusement, on n'a pas fait les statistiques pour savoir combien nous sommes. Les uns disent 120 millions, d'autres 150 millions. Bon, peu importe. Si la RDC, en RDC, nous étions 400 millions, le Congo ne sera pas surpeuplé. Hein. Nous avons le climat, nous avons les espaces, nous avons de l'eau, nous avons de quoi les nourrir sans problème, nous avons des espaces à équiper. Donc, même si notre population était multipliée par 3, ce ne sera pas un problème. Mais c'est autant de cerveaux, autant de sportifs, autant de ceci, autant de cela, autant de cela. Donc, ça devait être une force, malheureusement, qu'on n'utilise pas. Puisque je sens que vous mettez la responsabilité sur l'homme congolais qui doit, n'est-ce pas, être formaté, changer sa façon de voir. Mais la formation et l'enseignement, le nôtre en ce moment ici, jusqu'à présent, il est calqué sur le modèle belge. Alors, c'est une erreur. Si déjà, parce que s'il faut que l'homme soit formaté, évidemment, ça passe par la formation et l'enseignement. Si déjà l'enseignement est jusqu'à aujourd'hui calqué sur le modèle belge, parce que on enseigne, tout ce qu'on enseigne est plutôt l'extraversion. Oui, mais l'enseignement, si je veux parler d'enseignement ou l'éducation, commence par les mamans. Ça commence par les mamans. Que les mamans soient d'abord bien éduquées, que les mamans comprennent ça. Parce que l'essentiel de l'enfant, il l'acquiert à la maison, en termes de valeurs. En termes de valeurs, ce que nous allons apprendre, l'enseignement que nous allons apprendre de gauche à droite, viennent aiguiser cela, n'est-ce pas? Mais c'est d'abord à ce niveau-là. Or, qu'est-ce que nous constatons? Les mamans sont davantage préoccupées par l'extérieur. Depuis qu'on nous a parlé de parité, s'occupe de parité davantage plutôt que de la famille. Apprenons à nous occuper de la famille. Et dans la famille, chaque personne a son rôle. La maman a son rôle, le papa a son rôle. Lorsque dans un pays, on vient facilement par l'extérieur vous dire ce que vous devez faire, mais vous n'avez pas la même culture, vous n'avez pas la même évolution. Et s'il y a des dérapages dès le départ, l'enfant qui grandit va être déséquilibré lui aussi. Il est important qu'effectivement, tout est dans l'homme, n'est-ce pas? Et il y avait une dame, une Française, qui avait écrit un livre où elle avait dit, à 6 ans, les jeux sont faits. C'est-à-dire qu'au bout de 6 ans, l'enfant a acquis l'essentiel en ce qui concerne les valeurs, qui va simplement par la suite mettre plus en place que ça. Donc moi, je pense que la famille joue un rôle très important, très important. La femme congolaise est très importante dans cette évolution-là, absolument. Il est absolument important que progressivement, que les associations, les ONG que nous avons sont davantage financées par l'extérieur. Vous croyez qu'ils vont vous financer pour que votre pays... Non. Donc, oui, mais c'est logique, c'est le bon sens. Parce que ceux qui vous aident, les ONG qui vous aident de l'extérieur, là-bas chez eux, 75% sont financés par l'État. N'est-ce pas? Donc, c'est leur État qui les finance pour vous financer. Et vous croyez qu'on va vous financer pour que vous puissiez travailler pour vous-même? Non, vous travaillez pour eux. Donc, ça veut dire faisons en sorte que les ONG soient congolaises, que l'école soit congolaise, que les partis politiques soient congolais. N'est-ce pas? De leur financement, dans leur fonctionnement, et à ce moment-là, on peut s'en sortir. Très bien. Alors, un mot sur l'actualité. Vous avez certes constaté ce rapprochement qu'il y a depuis un moment entre le président de la République avec le président rwandais Paul Kagame. De quel œil vous voyez cela? Mal. Mais pourquoi? Mais jusqu'à présent, le Rwanda a joué un rôle très négatif, le Rwanda et l'Ouganda, au service des États-Unis, n'est-ce pas? Le Rwanda est responsable, Paul Kagame est responsable des milliers de morts dans notre pays, des millions de morts dans notre pays. Et on va signer des accords avec le Rwanda pendant que leur président ne reconnaît même pas ça. Tous les dégâts qu'il a causés dans notre pays. Ce n'était pas urgent. Je ne sais pas quel est cet accord que l'on signe. Le Congo est dans la SADC. Les pays de la SADC nous ont soutenus pendant que le Rwanda et l'Ouganda, au service des États-Unis, ont voulu pratiquement couper notre pays. Et ce sont eux qui nous ont déstabilisés jusqu'à ce jour. Alors nous voulons nous arranger à signer avec le Rwanda, nous voulons intégrer le pays de l'Afrique de l'Est, la communauté de l'Afrique de l'Est, alors que nous sommes dans la SADC, là où nous devions nous renforcer davantage, jouer un grand rôle pour que nous puissions avoir une force beaucoup plus solide. Donc,
Je ne vois pas qu'est-ce que nous tirons. S'il s'agit d'aller, on va signer l'accord, on va vendre de l'or à l'Ouganda. Pour vendre l'or à l'Ouganda, n'est-ce pas, hein, pour monter l'usine de traitement de l'or en Ouganda, ça a coûté à peu près 5 millions de dollars. Mais nous achetons de Dieu pour 27 millions, n'est-ce pas? Et on a acheté pour 27 millions, mais l'usine pour traitement de choses de l'or en Ouganda coûte 5 millions. Donc ça veut dire que, ça veut dire que nous étions en mesure d'acheter 5 usines de traitement d'or en Congo. Vous auriez voulu que l'on continue à se regarder en champ de faïence avec le Rwanda, ainsi ça aurait arrangé quoi? Je vais vous poser la question très moi. Dites-moi un peu, quel est ce pays que le Congo a attaqué? Le Congo n'a attaqué personne. C'est le Rwanda qui nous a attaqué, c'est l'Ouganda qui nous a attaqué et qui sont battus. Attendez, qui ont causé du tort chez nous. Donc c'est pas nous qui avons attaqué. Nous devons doter ce pays d'une armée d'au moins 3 millions de soldats. Au moins 3 millions de soldats. La moitié des traitements pourront être en produits vivriers et cette armée de 3 millions de soldats, 500 000 pourraient être consacrés en tant que force combattante et 2 millions, 2 millions 500 pour la production agricole, élevage et tout ce que vous voulez. Et en même temps avoir au moins 50 000 commandos ou 50 000 parachutistes. Oui, mais nous sommes le Congo, nous devons être conscients de ce que nous sommes. C'est pas nous qui devons appeler le Rwanda, c'est le Rwanda qui doit venir chez nous. Or, on se laisse importuner par Kagame, alors que le Rwanda, c'est une bombe à retardement. Je m'explique. Au Rwanda, vous avez 85% de la population qui sont des Hutus. Vous avez 80% qui sont des Hutus, 15% qui sont des Tutsis, et 5% de toi. Ça veut dire que tant qu'il y a un régime de dictature comme Kagame le fait, n'est-ce pas, il ne tient pas la force. Que va-t-il se passer demain si Kagame n'est plus là? Donc ça veut dire que je ne vois pas qu'est-ce que nous tirons au Rwanda. Nous devons au contraire équiper chacun de nos villages de l'Est là-bas d'au moins 10 soldats et bien protéger nos barrières. Nous sommes le Congo, soyons conscients que nous sommes le Congo. Il n'y a aucun pays de voisins qui peut nous importuner. Très bien, mais je ne vois pas des mal à vouloir approcher quelqu'un avec qui vous avez eu des différends pour pouvoir, n'est-ce pas, harmoniser les vues. Très bien. Un instant. Ça veut dire que l'Allemagne, on cite beaucoup cet exemple. L'Allemagne et la France ont fait la guerre et s'entendent. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que jusqu'il y a peu, l'Allemagne payait des milliards d'euros en termes de réparation de dommages de guerre. Alors, si le Rwanda répare les dommages qu'il a causés chez nous, ok, mais si ce n'est pas le cas, où est le problème? Qu'est-ce que nous tirons du Rwanda? Solange Toumba. Oui, puisque nous parlons de l'actualité, quelle lecture faites-vous sur la loi organique sur la CENI? C'est la distraction. Comment ça, la distraction? Je veux dire ceci. Nous avons le devoir de changer notre système électoral pour que nous puissions avoir des élections de 250 millions de dollars, pour que nous puissions désigner des éléments valables pour gérer notre pays. Si la loi consiste à ajouter une personne de plus comme la société civile ou une de plus comme un vice-président, c'est la distraction. Ce n'est pas important. Comment pouvons-nous faire en sorte que nous puissions, dans notre état actuel, avec les routes que nous avons, avec les ponts que nous avons, avec les chemins de fer que nous avons, avec les budgets que nous avons, comment nous pouvons avoir des élections qui soient sûres, avoir les meilleurs éléments et qui ne coûtent pas trop cher, que nous n'ayons pas besoin de l'emprunter ailleurs pour organiser ces élections. C'est là qu'on devrait nous préoccuper. Mais on ne se préoccupe pas de ça, Donc ça ne vous rassure pas, cette loi qui a été... C'est une perte de temps. Ça ne vous rassure pas. C'est Alors, une distraction. Finalement, il n'y a rien qui vous rassure. Ben Limboa. Désolé de vous recevoir. Décidément, il n'y a rien qui vous rassure. Je suis désolé de vous recevoir, mais vous m'avez invité. Moi, je ne sais pas vous mentir. Je ne sais pas faire semblant. Je vous dis ce que je pense. Un point, un trait. Très bien. Merci. Ben Limboa. En vous entendant parler, M. Corneille Moulumba, vous semblez beaucoup indexer l'Occident, sinon les Occidentaux. Ils ont une espèce de mainmise sur le Congo, ce que vous avez selon vos mots. Alors, est-ce que ces gens-là vont nous laisser travailler calmement ou bien ils vont toujours continuer à nous jeter le pot de banane dans le parcours que nous avons? Ils vont toujours le faire. Ils vont toujours le faire, mais c'est nous qui devons nous défendre. C'est notre liberté. C'est ça l'indépendance. L'indépendance, c'est pas ce que vous avez signé à la table ronde à Bruxelles. L'indépendance, c'est cela. L'indépendance, les relations entre États sont les relations d'intérêt. Donc, aussi des rapports de force.
Mais si nous ne nous organisons pas en interne pour être forts, on va vous écraser. N'oubliez pas, on parlait des Occidentaux. Mais quand vous parlez des Occidentaux, pensez aux Indiens. Que sont-ils devenus les Indiens d'Amérique? Ils sont devenus quoi? N'est-ce pas? Même ici, en Afrique, ici, on peut citer beaucoup d'exemples. N'oubliez pas l'esclavage pendant des années. N'oubliez pas la colonisation. Donc ça veut dire que ce n'est pas... je veux dire que je n'ai pas à les indexer. Ils défendent leurs intérêts, ils sont chez eux. Et ils ont une logique de Romains qui dit « Homo homini lupus ». L'homme est un loup pour l'homme. Et une autre logique qui dit « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». C'est leur logique. Alors nous aussi, préparons la guerre, armons-nous, protégeons-nous, renforçons-nous en interne, et en sachant que l'homme est un loup pour l'homme. Si nous sommes faibles, on marche dessus. Si nous sommes forts, on traite. Ils traitent avec la Corée du Nord. Hein. Le président des États-Unis négocie avec le président de la Corée du Nord, parce qu'ils n'oseront pas aller l'attaquer. Ok, alors, M. Corneille, on reste dans l'actualité. Le bras de fer qu'il y a entre la FEC et le gouvernement, autour de la nouvelle structure des prix pour ce qui concerne les surgelés. Comment vous appréciez la position de la FEC? Mais je suis désolé de vous décevoir encore une fois. Allez. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous allez encore être déçus. Moi, j'ai dit ceci. Le gouvernement dit le carton de poulet à $10. À $10. Dans un carton... C'est une bonne nouvelle quand même. Attendez. Vous allez être déçus. Vous allez être déçus, je sais. Allez-y. Vous allez être déçus. Un carton de poulet, $10. Dans un carton, il y a une douzaine de poulets, je crois. Ça veut dire qu'on va vous vendre un poulet à moins de $1. C'est ça que ça veut dire. Un poulet, moins de $1. Le poulet là, qu'on élève en Belgique, ou en France, ou je ne sais pas où, qu'on transporte jusqu'ici, et on vous le vend à moins de $1. Vous y croyez, vous? Ça, c'est un. Deux, il ne faut pas... Le président de la République doit être très prudent, faire attention avec ceux qui l'entourent, ceux qui le conseillent. Souvenez-vous, il y a 2-3 jours, le gouverneur de Kinshasa avait interdit le transport. Et que s'est-il passé? Les gens ont marché à pied du centre-ville jusqu'à Kingasani. En cours de route, ils se sont fâchés, ils ruminent la colère. Il suffit qu'à ce moment-là, qu'un illuminé vient leur dire, ça suffit comme ça, et toute cette énergie-là va être canalisée contre le président de la République. Il va leur dire, allons parler de la nation. Le pays va être déstabilisé. Aujourd'hui, notre secteur bancaire est totalement entre les mains des étrangers. La plupart de ces importateurs sont étrangers. Imaginez qu'ils... Mais véreux aussi. Attendez. Imaginons qu'ils se disent, ben c'est comme ça, alors nous n'importons rien, nous ne produisons rien. Est-ce que nous allons produire le poulet, produire tout ça en quelques jours? Non. Voilà ce que moi j'ai dit. Non. Ce que le gouvernement congolais devrait faire, puisqu'il a constaté ça, c'est d'ouvrir ce que j'appelle les magasins du peuple. On les laisse. Le gouvernement lui aussi importe en attendant qu'on produise localement, mais qui met en place système pour produire. Ce que le gouvernement importe est vendu dans le magasin du peuple. À un prix, excusez-moi, à un prix beaucoup plus abordable. À ce moment-là, la population serait contente parce qu'il ira acheter dans le magasin de l'État. Et les autres seront contraints de revoir leur prix à la baisse parce qu'il y aura... Justement, ce que vous proposez, c'est que en attendant que le gouvernement va produire ses poulets à lui, et ainsi de suite, pendant ce temps-là, la population continue d'acheter à ce prix-là élevé. Non, j'ai dit il y en a qui font le bénéfice de 500%, alors que la loi voudrait que ce ne dépasse pas 25%. Je me répète que pour moi, c'est ouvrir le magasin du peuple, ok? Le gouvernement, en attendant qu'on produise, le gouvernement importe. Mais c'est le gouvernement qui importe les siens. Allez, nous avons le bus Transco. Vous partez de l'UPEN jusqu'ici, vous payez 500 francs. Vous partez d'ici jusqu'à à Kingolé, là-bas, vous payez 500 francs, n'est-ce pas? Ça, c'est le bus de l'État. Les autres véhicules sont plus chers. Vous avez votre argent, vous pouvez monter dans le taxi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais au moins, il y a pour le peuple 500 francs que vous payez pour le bus. C'est ça le but. L'État a mis ces bus en circulation, il faut en augmentant encore le nombre. La même chose, ouvrons le magasin du peuple. Que l'État importe aussi, en attendant qu'on produise, que l'État importe aussi, pour que la population ait la possibilité de l'acheter au magasin de l'État. Que ceux qui ont de l'argent pour aller
acheter chez les autres là-bas, qu'ils y aillent. Et même que c'est un produit importé, qu'on augmente même les droits d'entrée, les droits de douane, pour qu'effectivement on aide la production, les producteurs locaux. Donc, au lieu de faire ça, c'est ouvrir des magasins du peuple et importer pour vendre le poulet là, les poissons que vous voulez, à un prix beaucoup plus abordable. Très bien. Alors, on va chuter. On est presque à la fin de cet entretien. Monsieur Corneille Moulumba, en guise de conclusion, vous avez 1 minute pour conclure sur les 61 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Faites-nous une conclusion sur qu'est-ce que nous devons adopter à présent comme attitude. C'est vrai, il y en a qui estiment que les 61 ans, on ne les a pas capitalisés. Mais bon, maintenant, quelle devrait être la bonne attitude pour que désormais, on réoriente l'action gouvernementale vers le bon côté? Oui, moi je pense simplement qu'on ne soit pas impressionné par les 61 ans, qu'on ne se flagelle pas pour rien, n'est-ce pas? Le 61 ans, ce n'est pas beaucoup pour dans la vie d'un pays. Ce que nous devons faire, c'est cet enseignement fondamental de M. Laurent Désiré Kabila qui a dit « Prenons-nous en charge dans tous les secteurs ». Commençons par nous dire, chaque fois que je mange un poisson Saint-Charles, c'est $1 qui sort des pays qui va vers l'étranger. Chaque fois que je mange une cuisse, les cuisses là, c'est $1 qui part d'ici pour l'étranger. Quand je mange la viande de chèvre, elle est produite ici, parce qu'on n'importe pas de chèvre. Okay? On aide les producteurs locaux. Vous comprenez? Donc, les poissons, on peut les élever, on peut élever aussi ici, on peut les produire ici. Les poulets, n'en parlons même pas. Le poulet mange quoi? Il mange le maïs, il mange des choses comme ça. Les chèvres mangent broutent de l'herbe. Donc, les poissons, ils mangent quoi? Donc, ça veut dire que, comprenons que si nous mangeons, nous consommons congolais, si à votre table, il n'y a que des produits du Congo, c'est-à-dire que vous avez donné du travail à des Congolais. Celui à qui vous avez donné du travail va donner à manger, va payer la scolarité de ses enfants. Nous ne sommes pas prendre ça. Et que les partis, qu'on fasse un effort pour que contrôler les partis politiques. Chaque parti politique doit tenir au moins un congrès, ne fût-ce que tous les 2 ans. Et à chaque congrès, il faut qu'il y ait un rapport d'activité et il faut que le mandat soit remis en cause pour que les gens apprennent parce que si tous les 2 ans, observez, tous les partis que nous avons sont des présidents à vie. Mais observez, ils sont tous des présidents à vie. Alors faisons en sorte que les partis politiques soient dirigés par des gens qui se remettent en cause, de telle façon qu'on se préoccupe alors de l'organisation. Au lieu d'avoir des mouvements de soutien qui soutiennent des Mopao et ont des véritables partis politiques, des gens qui se préoccupent pour le pays. Très bien. Alors, un petit souhait dans le cadre des festivités à la nation. Oui, je dis à tous mes compatriotes que Dieu nous a gâtés en dotant un pays comme celui-ci, immense potentialité, ne le décevons pas. Travaillons, il n'y a que dans le travail qu'on peut arriver à s'en sortir et qu'on soit indépendants pour notre indépendance. Très bien. Alors, ça c'est bien dit, c'était Corneille Moulumba, pionnier de l'UDPS, qui était dans Entretien aujourd'hui. C'était Entretien spécial 30 juin. Évidemment, on a touché quelques questions d'actualité. Ben Limbo était là, merci d'avoir été là. Merci Cissé Traoré. Solange Toumba, merci à toi d'avoir été là. Merci. Entretien d'aujourd'hui a vécu. Merci à vous de nous avoir suivis. Et désolé de vous avoir déçu. Ciao, restez branchés sur Nouveau Congo Télévision.